Merci Carolina, donc Carolina Cerda Guzman, Oui, de venir à cette petite réunion de midi et demi pour nous expliquer un peu ce qui s'est passé avec ce référendum. Je te laisse te présenter et puis après je ferai un rappel très très rapide de comment on en est arrivé au référendum et après je te redonnerai la parole. parfait. Ben, merci beaucoup pour l'invitation. Donc, je suis Carolina Cerda Guzman. Je suis actuellement maître de conférence en droit public à l'Université de Bordeaux. Et j'ai la particularité, rare parmi les collègues en droit public, d'être née au Chili. Et ce qui fait que très rapidement, dans mes recherches, j'ai toujours eu pour volonté de m'intéresser à l'actualité constitutionnelle des pays latino-américains. Et ainsi, je me suis spécialisée sur une comparaison entre France et les pays d'Amérique latine sur divers sujets, que ce soit institutionnel, mais aussi j'ai déjà eu l'occasion de le faire sur la lutte contre le terrorisme, aussi des questions environnementales. Donc voilà, un peu brosser mon profil. Merci beaucoup. Donc, je vais faire un rappel très, très rapide de ce qui s'est passé avant ce référendum et le processus qui l'a amené. Donc, certains, enfin, vous vous souvenez sûrement qu'en 2019, il y a eu des mobilisations absolument incroyables au Chili, qui avaient été déclenchées, bon, on ne va pas revenir dessus, pour simplement une augmentation, j'allais dire simplement, une augmentation de 30 centimes, mais en réalité, donc, je relisais ça, le slogan, c'était 30 centimes, 30 ans. Voilà, donc par rapport évidemment au général Pinochet et à sa constitution. Donc cette mobilisation est arrivée sous le régime du très conservateur milliardaire, je ne sais plus son nom, Piña, un truc comme ça. Piñera. Il y a des noms que j'oublie comme ça. Et donc, il y a eu un accord pour faire un référendum, et puis évidemment, il y a eu le Covid, donc il n'y a pas eu tout de suite le référendum. Donc, il y a eu un référendum pour dire oui à un référendum pour changer la Constitution, qui a été voté en novembre en 2020, oui, c'est ça, avec l'élection ensuite d'une constituante avec des règles qui étaient extrêmement démocratiques et pluralistes, les peuples originaires, une place importante, la parité absolument, des réélections des présidents, présidentes au bout de 6 mois en fait, une constituante qui se donnait 1 an de travail pour refaire la constitution de Pinochet, donc de la dictature, qui était une constitution extrêmement libérale et répressive, et donc essayer enfin de changer cette constitution. Vient ensuite l'élection du président, donc qui vient à la suite de tous ces mouvements et de tout ce processus qui était en route, euh, qui est élu, Gabriel Boric, qui donc très jeune président. Mais là, il y avait déjà une alerte, puisque quand même, en face de lui, c'est un ultra-conservateur, grand admirateur du général Pinochet, qui a fait quand même un score extrêmement impressionnant. Et donc, on voyait déjà qu'il pouvait y avoir quand même une partie de la population qui pouvait être encore un peu nostalgique, mais il faudrait analyser ça aussi. Alors évidemment, on se retrouve face à un paradoxe complet, puisque nous, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, par rapport à ce qu'on a présenté à l'atelier aux journées d'été et ce que depuis maintenant 2, 3 ans on présente comme exemplaire pour nous aussi, cette constituante, la manière dont elle s'est constituée, ce qu'elle proposait, la manière dont elle fonctionnait, était devenu un exemple pour beaucoup de mouvements et beaucoup de pays. Et puis cet échec qui arrive, et un échec qui n'est pas petit, qui est quand même à 62%. Et donc, évidemment, ça nous pose des questions fortes, à la fois du pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé, et qu'il y a une nécessité de comprendre, à mon avis, pour tous les pays d'Amérique latine, évidemment, pour évidemment le Chili, pour le président, et puis pour nous aussi, parce que si jamais un jour on arrive enfin à ce qu'on voudrait, une constituante et une 6e République, eh bien, il faut qu'on comprenne quelles ont été éventuellement les erreurs, tout en sachant que vu ce processus qui était absolument inédit et qui n'avait pas d'exemple, il était évident que ça ne pouvait pas être aussi facile que ça. Donc, voilà, donc merci Carolina. Je te passe la parole pour, si tu peux nous dire un peu, à ton avis, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il y ait un tel échec
de ce référendum qui proposait des choses qui nous paraissaient à nous extrêmement avancées, même pour nous. Ouais. Merci. Je vais essayer de répondre à ces questions, même si je suis encore, pour ma part, un peu encore sonnée du résultat. Je suis toujours très précautionneuse sur la manière d'interpréter ce nom. Parce que, d'autant plus que lorsqu'il s'agit d'un référendum, c'est toujours très, très compliqué d'interpréter les noms, parce que les noms s'agrègent les uns aux autres. Chacun, toutes les personnes, faut les compter, hein, ils étaient 7,8 millions de Chiliens qui ont voté non à ce texte. Ils l'ont sûrement voté pour des raisons tout à fait différentes et personnelles. Alors malgré tout, je vais pas me défausser, je vais essayer de répondre à la question. Et justement, je pense que je vais essayer de partir par des cercles concentriques, c'est-à-dire commencer par ce qui paraît le plus évident, ou en tout cas les noms qui portent vraiment sur le texte, et ensuite les noms qui sont créés et qui ne portent pas exclusivement sur la question qui a été posée, puisque la question était: voulez-vous adopter cette constitution? Mais c'est le problème des référendums, c'est que souvent on ne répond pas à la question qui est posée, mais on répond à d'autres questions. Et donc je vais essayer de partir comme ça sur ce cercle concentrique. Si on se focalise pour les personnes il y a une partie des Chiliens, ils le disent, c'est une des choses qui est ressortie le plus lors des premiers sondages ou voilà, questions posées à des personnes dans la rue, pourquoi ils ont voté non. Les premières critiques, certaines portent uniquement sur le texte. Pour présenter, il s'agissait d'un texte qui comportait quand même 388 articles, donc c'était un très long texte. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce texte proposait beaucoup d'avancées sur des sujets très divers. Il proposait des avancées majeures en termes de parité, en termes d'environnement, en termes de droits sociaux, en termes de recul de la place de l'armée dans l'État chilien, etc. Mais ce qui a été extrêmement intéressant, ou en tout cas ce qui est le plus révélateur, c'est qu'on repère, on va dire, 3 ou 4 grandes critiques. Sur le texte, le premier qui semble le sortir le plus souvent, c'est le blocage qu'a causé pour une partie des Chiliens le passage ou la reconnaissance de droits étendus pour les peuples autochtones, pour les peuples originaires. Ça a vraiment été finalement quelque chose qui a beaucoup bloqué, et où il y a eu beaucoup je pense, de manque de pédagogie de la part de la Convention et de l'Assemblée constituante sur les raisons pour lesquelles il était important d'accorder des nouveaux droits aux peuples originaires. Et ce qui est ressorti, c'est que pour beaucoup de personnes, la majorité des Chiliens qui ont voté non, sont bloqués sur l'idée que, en reconnaissant des droits aux peuples originaires, en reconnaissant une plurinationalité, en fait, on disait que le peuple chilien est composé de plusieurs nations. Ce principe même bloquait, et parce que on reconnaissait aussi des droits et une reconnaissance des symboles des peuples autochtones. Et l'argument phare de beaucoup a été de dire: non, nous n'avons qu'un seul drapeau, nous n'avons pas plusieurs drapeaux, non, nous n'avons qu'une seule langue. Et ça a été un vrai clivage important et une raison majeure. Vraiment, ça a été l'argument qui est revenu le plus souvent. Ensuite, l'argument sur le texte qui a été le plus critiqué, c'est la question des droits de propriété, qui était en grande partie revus ou modifiés. Dans la constitution de Pinochet, celle que l'on a toujours, que le Chili a toujours, on a une très forte protection du droit de propriété, et on l'étend à beaucoup de choses, y compris à l'eau, qui était un des problèmes majeurs. Donc, au Chili, on peut avoir des droits de propriété exclusifs à l'eau. Et là aussi, pour beaucoup, il y a eu une mésentente. Pour certains, ils ont estimé que ce droit de propriété, vu qu'on
on diminuait sa portée, son efficacité. Certains avaient peur pour leur propre domicile. Certains pensaient que, voilà, que l'État allait leur prendre leur maison. Ou certains étaient très opposés à l'idée que l'on ne puisse plus reconnaître, qu'il ne puisse plus avoir de droit de propriété sur l'eau. Parce que, surtout dans le sud du Chili, il y a des petits propriétaires qui ont une toute petite parcelle, ils cultivent et le seul plus-value de leur terrain est le fait qu'il y ait un puits ou un accès à un cours d'eau. Et ils se disaient, ben voilà, je vais perdre la valeur de mon bien, je vais perdre une source importante de revenus. Et ça a été un élément finalement important. Donc, il y a ça, et de fait, tout le côté interventionniste de l'État dans l'économie, qui est évidemment était dans le texte et qui a été justement tout l'intérêt de ce texte, c'était de revenir sur passer d'un État qu'on qualifie d'État subsidiaire, un État néolibéral, un État qui ne fait rien, qui n'intervient pas dans l'économie, à un État qui intervient dans l'économie, a aussi finalement effrayé beaucoup de Chiliens, après a été utilisé l'épouvantail vénézuélien, l'épouvantail cubain. Voilà, ça a été un argumentaire fort parmi les opposants au texte. Et pour beaucoup, ils disaient, oui, on est pour l'intervention de l'État, mais sur des secteurs clés qui étaient à la naissance du mouvement social, c'est-à-dire dans la santé, oui, oui, dans l'éducation. Mais finalement, on a senti une espèce de réticence de l'interventionnisme de l'État dans d'autres domaines, que ça soit dans le domaine des mines, des ressources naturelles, voilà. Donc ça, c'est pour moi le plus problématique, parce que là, je pense pas que même en faisant œuvre d'énormément de pédagogie, là, j'ai senti un vrai clivage politique et un vrai, enfin, voilà. Là, pour moi, c'est un vrai désaccord de fond sur le texte profond, alors que dès qu'on sortait les arguments de droit de propriété ou de la question de la plurinationalité, pour moi, c'était une simple mésentente du texte. Enfin, je me dis, ces personnes-là qui ont voté non n'ont pas bien compris l'intention réelle du texte. Donc, pour moi, c'est ça. Et c'est ça qui est intéressant parce que finalement, le fait qu'il se soit focalisé sur ces deux grands thèmes qui étaient le droit de propriété et la question de la plurinationalité a fait que finalement, dans ce long texte, je ne sais pas exactement s'il y a d'autres aspects de la Constitution qui a pu gêner. Parfois, certains disent qu'ils ont voté contre parce qu'ils n'aimaient pas les règles en matière de parité. Mais ça reste, en tout cas, de mon point de vue, très faible, ou en tout cas, c'est assez rare comme argument qui revient. Pareil sur la place de l'armée, le recul de la place de l'armée n'a pas du tout été critiqué. Alors je sais pas j'espère que c'est un bon signe, ou est-ce que c'est parce que les gens n'ont pas vu cette modification dans la Constitution, je ne sais pas, mais ça reste pour moi un grand mystère. On va essayer de sortir de ce premier cadre, ce premier cercle qui est la critique de la Constitution, parce qu'en réalité beaucoup de Chiliens n'ont pas voté contre à cause du texte, mais à cause des auteurs du texte. Et donc, beaucoup ont critiqué la Convention, c'est-à-dire l'Assemblée constituante. Beaucoup ont dit, nous, on vote non parce que cette Assemblée constituante a mal fait son travail, parce qu'ils ont mal agi. Et des noms, des coupables ont rapidement été pointés du doigt en disant, voilà, telle personne dans l'Assemblée n'avait pas bien fait son travail, ou était clivante, ou était hautaine. Et beaucoup ont critiqué la position peut-être trop progressiste, ou en tout cas trop excessive, de beaucoup des membres de l'Assemblée. Et certains dénoncent le fait que certains membres de l'Assemblée sont venus essentiellement pour se faire des petits plaisirs, c'est-à-dire y inclure quelque chose dans la Constitution, alors que ce n'était pas important, ou en tout cas pas essentiel. Et là, moi, en tant que juriste, j'essaie de l'interpréter en me disant qu'est-ce qu'on peut en retenir de ces critiques, parce qu'au-delà de dire voilà, tel personnage était trop vociférant, ou telle personne a mal agi, ça reste de l'ordre de l'anecdotique. Par contre, ce que j'ai l'impression, c'est que ça signale une très grande méfiance à l'égard
de la place accordée aux indépendants dans l'Assemblée constituante, parce que l'Assemblée constituante, elle a été composée en parité homme-femme, mais surtout qui a laissé une très grande place aux listes d'indépendants, aux candidats indépendants. Et ce que l'on remarque, c'est beaucoup des personnes qui sont pointées du doigt. Ce ne sont pas finalement des personnes qui étaient des classiques de la vie politique et des membres de partis politiques, mais ce sont souvent des membres indépendants. Et je pense que ça, c'est une des leçons que l'on peut essayer de retenir, c'est peut-être de se dire que la solution chilienne de laisser une place importante aux indépendants est peut-être à revoir, ou en tout cas, elle montre que accorder une place aussi importante à des représentants indépendants peut aussi être source d'insatisfaction. Et surtout maintenant, parce que beaucoup disent, mais du coup, on n'a plus personne contre qui pointer, personne n'est obligé de nous rendre des comptes. C'est-à-dire qu'ils ont fait leur participation dans la Convention et maintenant, ils reviennent à leur activité normale et ils ne sont plus dans l'obligation de rendre des comptes puisqu'ils n'appartiennent pas à des partis politiques, ils ne continuent pas leur vie politique. Et ça, on sent une espèce de frustration, une espèce de mécontentement. Et je pense que ça, c'est intéressant pour garder comme enseignement de ce processus. Après, pour ma part, moi, certains critiquent le texte en disant qu'il était mal agencé. Moi, je le mettrais sur un problème lié à la faible durée. Il faut bien comprendre que cette assemblée, elle n'avait qu'1 an pour rédiger le texte. Et il faut être honnête, les derniers mois ont été un peu chaotiques au sein de l'assemblée. Ils ont fini l'harmonisation, mais à bout de force. Donc, même moi qui avais fait la traduction du texte en français, j'avais repéré certains articles où il y avait même des erreurs d'espagnol. Enfin, on a senti qu'ils étaient à bout de force. Et donc, ça aussi, je pense que c'est un autre enseignement qu'il faut retenir. Et enfin, si on veut faire le dernier cercle, je pense que c'est à la fois les critiques qui sont faites au gouvernement. Certains disent qu'ils ont voté contre la Constitution parce qu'ils ont voté contre le gouvernement, alors même que le gouvernement n'était pas à l'origine du texte, que le gouvernement n'a pas participé ni à une ligne de rédaction du texte. Mais le mauvais début de l'élection, du mandat de Gabriel Boric a été critiqué et a souvent servi d'argument pour justifier le non. Et à cet égard, on sent aussi toute une ambiance de méfiance à l'égard de la vie et de la classe politique. Et je me demande si, à la fois, ce qui peut l'expliquer, c'est à la fois l'importance des fake news, il y avait une très forte pression médiatique qui relayait beaucoup de fausseté sur le texte et sur les membres de la Convention. Et d'ailleurs, ça a été évalué. Il y a eu un chercheur au Chili qui est en train de faire son évaluation. Et déjà, dès juillet 2020, il dénonçait un taux de désinformation très élevé au Chili, donc 2 mois avant le référendum, et il disait que le taux de désinformation était plus élevé qu'aux États-Unis lors de l'élection de Donald Trump. Donc c'est un vrai problème, ce taux de désinformation, même si pour ma part, je pense qu'il ne peut pas expliquer l'intégralité du problème. Je pense que il y avait aussi des problèmes de fond sur le texte et sur la place des indépendants. Et je terminerai peut-être pour faire ce petit tour d'horizon, mais je peux détailler, je peux revenir et répondre à certaines de vos questions, mais je ne veux pas trop monopoliser la parole. Je pense que l'autre élément, en tout cas, ça c'est mon regard et ce qui m'a aidé à comprendre ce nom, c'est qu'aussi, je pense qu'on a peut-être, et moi la première, peut-être survalorisé l'envie de changement, survaloriser l'envie de passer à une nouvelle constitution. Pourquoi je dis ça? Parce que dès le lendemain, j'ai commencé à regarder un peu les chiffres et quand on regarde, Françoise a bien expliqué les différentes étapes du processus.
ce qui implique en fait que les Chiliens ont été sollicités en 2 ans à 4 reprises. Ils sont allés aux urnes à 4 reprises. Ils y sont allés pour le premier référendum pour savoir s'il fallait lancer le processus. Ensuite, ils ont été sollicités pour élire les membres de la constituante. Ils ont été sollicités ensuite pour voter à l'élection présidentielle et ensuite sollicités pour ce référendum de sortie. Donc, à 4 reprises. Donc, on a en fait en 2 ans une vision de ceux qui participent, le taux de participation. Et ce que je trouve intéressant, c'est que pour le premier référendum, on retient que 78% des Chiliens ont voté oui pour lancer le processus, pour changer de constitution. Donc, on se dit 78%, c'est énorme et que là, effectivement, il y a un vrai changement, une vraie volonté de changement. Sauf que à cette époque, lors de ce référendum, le vote n'était pas obligatoire. Et à cette époque, seuls 51% de Chiliens ont voté. Donc, que la moitié du corps électoral s'est déplacé pour ce vote. Et ce qui fait que ces 78% représentent en réalité 5,8 millions de Chiliens. Donc, on garde ce chiffre en tête et après, on regarde les participations des consultations suivantes. Pour l'élection des membres de l'Assemblée, il n'y avait eu que 41,5% de participation. Donc, en fait, cette Assemblée a été élue par moins que le corps électoral, que moins de la moitié du corps électoral. Ensuite, pour l'élection de Boric, pareil, il n'y avait eu que 55% de participation. Boric l'a emporté, mais ceux qui ont voté pour lui représentaient 4,6 millions de Chiliens. Donc, il y avait eu 5,8 en faveur du lancement du processus constituant, 4,6 millions de Chiliens qui votent pour Boric et qui lui permettent de l'emporter. Et ensuite, le dernier référendum, le 4 septembre 2022, là, la grande différence, c'est que le vote ici était obligatoire. On était obligé d'aller voter. Sinon, il y avait une amende. Donc là, on a eu 85,7% de participation. Énorme. Sur ces 85,7% de participation, donc environ 15 millions de Chiliens, le oui n'a obtenu que 38% et le non l'a emporté avec 62%. Mais là, le oui, les 38%, ils représentent en réalité 4,8 millions de Chiliens. Donc en fait, lorsque il y a eu l'élection de Boric, il y avait eu 4,6 millions de Chiliens qui avaient voté pour lui. Et quelques mois plus tard, donc en septembre 2022, ils sont 4,8 millions à voter pour le texte. Et c'est là où on se dit que peut-être il y a eu effectivement des fake news, un manque de pédagogie, des erreurs dans le texte, etc. Mais j'ai surtout l'impression qu'il y avait eu peut-être un noyau dur de Chiliens qui voulaient le changement. Et quand on avait une très grande partie de Chiliens, en fait, qui n'avaient pas participé au processus depuis le début et dont on ne savait pas du tout quelle était leur volonté et quelles étaient les conditions pour eux, pour la réussite du texte. Et pour moi, ça, c'est une donnée importante à garder en tête pour un référendum, une constituante, c'est d'être en capacité de mesurer véritablement cette volonté de changement, parce que pour certains, peut-être que oui, peut-être qu'ils étaient pour le changement, mais pas à tout prix, ou en tout cas total, peut-être pas un changement total. Et ça a été, je pense, l'erreur de l'Assemblée constituante, c'était de simplement regarder les pourcentages et de se dire il y a 78% de Chiliens qui veulent un changement, et donc quoi qu'il se passe, quoi qu'on mette, on va voter pour le texte issu de la Convention. Mais en réalité, non, ils étaient que 5,8 à le vouloir. Et pour certains, pour ceux qui n'avaient pas participé, forcément, il y avait peut-être des conditions, ou peut-être que le changement n'était pas total et que le conservatisme, qui est propre à la société chilienne, était beaucoup plus fort qu'on ne pensait. Voilà mes premières analyses, données de réflexion sur ce nom. Merci beaucoup, Carolina. Plein de choses, et plein d'éléments à réfléchir et effectivement à se dire que les choses sont beaucoup plus complexes qu'on ne pense, que ça n'est pas parce qu'il y a eu un mouvement et des 78% que, en fait, derrière, c'est la population entière qui soutient, surtout 388 articles. Voilà, oui. Sur un an, etc. Et c'est vrai, 4 en plus appels à voter en 2 ans, c'est énorme. Oui, pour les Chiliens. Oui. Non, mais oui, surtout pour les Chiliens. C'est ce que je dis souvent à mes amis. Les Chiliens ne sont pas les Suisses. Nous ne sommes pas habitués à les voter très régulièrement. Donc, oui, voilà. Ça fait beaucoup. C'est sûr.
Bien, donc on peut passer à une première série de questions, puisqu'on s'était mis d'accord avec Carolina pour qu'elle nous fasse cette première présentation, puis un peu peut-être après, une deuxième partie dans laquelle elle pourrait nous dire, à son avis, qu'est-ce que le président peut faire, qu'est-ce qui peut se passer maintenant, qui a la main, puisque c'est en fait le Congrès, etc., etc. Donc, les perspectives, comme on dit. Vous savez que vous pouvez donc lever votre main, vous êtes habitué, hein. Le petit machin en bas qui s'appelle plus, non, c'est pas vrai d'ailleurs, c'est dans réaction, c'est moi qui me trompe. Dans réaction en bas de votre écran, vous avez donc, vous pouvez lever la main, et donc Régis a levé la main le premier, ou du moins je n'ai pas vu les autres. Régis, à toi. Oui, merci beaucoup pour cet exposé lumineux. Du coup, en fait, la conclusion et même l'intervention de Françoise me font en fait penser à une question, c'est-à-dire que peut faire Boric maintenant? Il me semble que il y a une hypothèse selon laquelle il peut entamer une nouvelle procédure via le Congrès. Est-ce que c'est exact et quelles sont les possibilités, quelle est la faisabilité en fait de cette éventuelle solution? Merci Régis, tu étais dans la deuxième partie, mais ça n'est pas grave, ça peut faire la transition. Désolé, je n'avais pas capté. C'est ça les gens qui enregistrent et qui font le… Voilà, ça. Bon, oui. D'autres questions? Oui, est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. Oui, non. Non. Moi, j'en ai une, c'est comment… la mobilisation quand même de 2019 quand même, a été extrêmement impressionnante. Je me souviens des images d'1 million de personnes à Santiago, etc., etc. Est-ce que là aussi, on se serait trompé sur ce que représentait cette mobilisation, ou est-ce que en fait, il y a eu une déception après, peu à peu, puisque apparemment, c'est quand même aussi beaucoup les quartiers populaires qui ont voté contre ou qui s'étaient abstenus avant, etc. Donc, la déperdition s'est faite où on avait pareillement survalorisé le mouvement social qui avait eu lieu, puisque on arrive à ce résultat. Alors, si je peux rebondir dessus, parce que c'est la deuxième question que je voulais poser, va dans le même sens, phase. La question que je voulais poser, c'était par rapport aux différents conflits internes qu'il y a, notamment au niveau du foncier avec les Mapuches, etc. Est-ce que ces conflits expliquent également en partie ces résultats? C'est-à-dire, bon, avec tous les droits qui étaient reconnus, notamment au peuple originaire, est-ce que tout ça, ça a alimenté le non, et dans quelle mesure, et est-ce que ce n'est pas quelque chose de rédhibitoire pour la suite? Okay. Pardon. Irène Ors. Voilà. Ors, c'est catalan. Merci beaucoup pour cette présentation qu'on a trouvée excellente. En fait, j'ai deux questions. La première, c'est pour revenir sur la question de la désinformation. Donc, Carolina, vous avez mentionné les travaux de ce chercheur qui fait état d'un taux de désinformation élevé. Et comme vous le savez, la Chine a une présence économique et politique de plus en plus, disons, importante au Chili. Et évidemment, l'influence des États-Unis reste réelle. Je voulais savoir dans quelle mesure ces deux puissances étrangères avaient été impliquées ou étaient intervenues directement ou indirectement dans la formation, disons, de l'opinion qui s'est exprimée. Et la deuxième question que j'avais, si vous permettez, c'était, je voulais vous demander de revenir plus précisément sur les questions écologiques. Donc vous avez mentionné la question de l'accès à l'eau, qui est évidemment très importante au Chili, mais quand même le président se présentant comme un candidat de la transition écologique, l'article concernant l'écologie était vraiment très très fort, si j'ai bien déchiffré le texte. Et je voulais savoir qu'est-ce que vous pensez donc de la réaction sur ces thèmes, et qu'est-ce que ça augure en fait pour la suite de la politique environnementale, de la transition écologique au Chili? Merci beaucoup. Carolina, tu me dis si ça suffit. Quelqu'un a mis dans le chat une question. Oui. Je te la pose. Ah ben voilà. Voilà. Bonjour. Je te la pose aussi, une question de Pauline. Oui.
D'accord. Donc, pourquoi, au moment du choix de l'Assemblée constituante, qui n'a pas recueilli beaucoup de participation, ce sont les indépendants qui étaient majoritaires? Effectivement. Très bien. Bon, je crois que… Oui, là, j'ai déjà beaucoup de questions. J'ai beaucoup de questions et toutes très intéressantes. Je pense que je vais les prendre d'abord je vais commencer par ordre chronologique, on va dire, sur la mobilisation de 2019, donc la question que tu m'avais posée, Françoise. Ensuite, revenir sur les indépendants majoritaires, parce que là, ça vient après. Et puis, j'aborderai les questions d'Irène et ensuite de Régis, d'abord en commençant par le conflit Mapuche et ensuite sur l'issue. Alors d'abord sur la mobilisation de 2019, est-ce qu'on s'est trompé? Moi je pense que sincèrement, je ne pense pas qu'on se soit trompé sur un fort mécontentement et une forte volonté j'ai envie de dire, de ras-le-bol hein, de la société chilienne, et elle est encore très présente. Même ceux qui ont voté non restent très mécontents de la situation. Pour eux, c'est pas du tout un non pour dire tout va bien et continuons ainsi. Pour beaucoup, c'est tout va mal ce texte ne faisait que ne nous permettait pas d'aller mieux encore. Et je pense que cette mobilisation de 2019, elle était tellement massive qu'on ne peut pas s'être trompé. C'est pas possible de se dire qu'il y avait autant de Chiliens dans les rues et qu'en réalité, les Chiliens ne voulaient pas changer de constitution. Je pense qu'ils voulaient changer de constitution et je pense qu'il y avait surtout des points clés qu'ils voulaient absolument changer. Et c'est là où je pense qu'on a surévalué la volonté de changement. C'est que pour moi, je pensais que cette mobilisation et ces 78% lors du premier référendum voulaient dire qu'ils voulaient une rupture complète avec le système actuel. Or, je pense qu'en réalité, il faudrait revenir sur cette mobilisation de 2019 pour mieux la comprendre et mieux identifier ce qui semblait être les points les plus consensuels de cette mobilisation. Et il s'agissait avant tout de mobilisation liée à des problèmes de retraite. Ça, c'était vraiment la question clé. C'était la retraite. Ensuite, c'était les questions d'éducation qui étaient les éléments clés. Et par la suite, la question de la santé. Les soins, l'absence d'accès à la santé. Et là, je pense que pour beaucoup de Chiliens, ils étaient prêts à changer de constitution, mais peut-être une constitution qui se focaliserait essentiellement sur ces trois éléments clés. Et c'est pour ça que j'ai commencé par dire que le problème venait un des arguments venait de la plurinationalité, parce que la question des droits des peuples autochtones est arrivée en réalité assez tard dans le débat. C'est pas du tout une des causes de la mobilisation. La mobilisation de 2019 n'était pas née de cette question-là, et en tout cas, elle n'a pas émergé rapidement. Elle est venue plus tard en réalité. Par exemple, le fait qu'on leur réservait des sièges aux représentants des peuples autochtones dans l'Assemblée constituante, ce n'a été décidé qu'en décembre 2020. Donc, on a une mobilisation de 2019. Les premières règles sur comment va s'organiser cette Assemblée, elle a lieu à partir de décembre 2019. Ensuite, on a d'autres règles en mars 2020. Et c'est seulement en décembre 2020 alors on fixe l'idée qu'on aura des représentants, des sièges réservés pour les représentants autochtones. Donc pour beaucoup, je pense qu'ils s'étaient mobilisés en 2019, ils se sont dit, mais en fait, ça, pour nous, ce n'était pas important. Ce qui était important, c'était ça. Et voilà pourquoi moi, je serais très curieuse et très en demande d'avoir une analyse de sociologue de ce mouvement de 2019 pour mieux l'appréhender, mieux le comprendre et peut-être ne pas généraliser cette volonté de changement qui est née en 2019. Il y a peut-être pour certains la sensation que voilà, leur volonté de changement a été un peu captée par d'autres enjeux qui, pour eux, étaient secondaires. Alors ensuite, sur la question de Pauline qui était liée à la place des indépendants, pourquoi ils étaient majoritaires, ça c'est un peu… J'ai eu cette même réflexion quand je voyais la multiplication des critiques à l'égard des membres de l'Assemblée constituante indépendants à la suite du résultat du référendum, en me disant mais
c'est difficile à comprendre parce qu'ils ont été élus démocratiquement et on savait qu'ils n'étaient pas des experts de la politique et qu'ils y allaient avec un agenda précis. Les indépendants ont été élus et ils ont été relativement transparents sur leur volonté. Par exemple, beaucoup aujourd'hui critiquent la présence de 2 indépendants dans l'Assemblée constituante. Une qui s'appelle une dame qu'on a surnommée Madame Pikachu parce qu'elle avait toujours un masque donc voilà, sanitaire qui est avec un dessin des Pokémon, donc parce qu'elle adorait Pikachu. Cette dame est énormément critiquée parce que beaucoup disent qu'elle a un peu tout transformé ça en cirque, que c'est devenu voilà, que ses participations étaient un peu exagérées dans l'Assemblée. Mais moi, j'ai du mal à le comprendre parce que je me dis, mais elle n'avait jamais caché son côté exubérant et sa passion pour les Pokémon, puisque depuis le début, on savait qu'elle adorait cela. C'était un peu son thème de campagne. Voilà. Et pareil pour un autre membre de l'Assemblée, Monsieur Andrade, qui en fait est connu pour être le Dino Azulado, c'est-à-dire le dinosaure bleu, parce qu'il avait pour habitude de se déguiser, mettre un déguisement de dinosaure bleu lors de l'Assemblée. Et beaucoup disent, mais voilà, ça montrait que c'était ridicule. Voilà. Mais pareil, lui, il a été élu, il a fait campagne déguisé en dinosaure bleu. Donc, moi, je l'interprète plutôt finalement pas comme un attachement ou une volonté des Chiliens lorsqu'ils ont élu ces indépendants un peu, on va dire, folkloriques. Ils ne les ont pas élus finalement parce qu'ils croyaient en leur sincérité ou ils croyaient en leur combat, mais finalement comme une espèce de ras-le-bol ou de grande méfiance à l'égard des élus des partis politiques. Et je pense que c'est ça qui a fait la victoire et la grande place des indépendants au sein de cette assemblée, c'est la très grande méfiance à l'égard des partis politiques. Mais au final, en discutant avec certains membres de l'Assemblée, j'ai eu l'opportunité de discuter avec certains d'entre eux, beaucoup au contraire, qui eux faisaient partie de partis politiques, disaient à quel point c'est difficile de travailler avec les indépendants parce qu'ils étaient un peu imprévisibles et que créer des coalitions et en tout cas des accords, des majorités importantes pour le vote des textes, c'était toujours très compliqué. Donc voilà, moi je pense que c'est intéressant justement de revenir sur ces indépendants et de revenir sur leur place et leur rôle dans l'Assemblée et pas en m'intéressant sur leur personnalité, mais plutôt sur la structuration et comment faire fonctionner une Assemblée constituante participative et je comprends moi cette nécessité de peut-être créer des portes, je sais pas, des garants ou des limites au poids des partis politiques, mais à l'inverse, comment faire pour que des décisions soient prises dans l'intérêt général lorsqu'on est avec uniquement des indépendants. Et je pense que c'est ça. Il n'y a pas eu assez d'accompagnement ou d'aide ou d'assistance avec ces indépendants, ce qui a fait qu'on a retenu que leur côté très, très folklorique. Ensuite, la question sur la question d'Irène sur la Chine et les États-Unis. Alors pour l'instant, donc je l'ai dit, c'est la recherche d'un collègue de l'Université catholique du Chili est encore en cours, donc c'est encore un peu difficile de savoir quelle est la responsabilité de la Chine et des États-Unis dans cette campagne de désinformation. Mais ce qui a été très révélateur, c'est le fait que même des membres du Congrès américain eux-mêmes, 5 membres du Congrès américain, ont 4 ou 5 jours avant le référendum, je crois, eux-mêmes rédigé une lettre à l'égard des grandes entreprises des réseaux sociaux, donc à l'adresse de Facebook, de Twitter, etc., en dénonçant eux-mêmes le trop grand facilité de relais des fausses informations dans le cadre de la campagne pour le référendum chilien. Et j'ai trouvé ça extrêmement intéressant parce que c'est assez rare que des membres du Congrès américain alertent même leur propre entreprise et dénoncent cette action, cette inaction, justement le fait qu'ils laissent faire et laissent circuler un certain nombre de fausses informations. Et pour ma part, je pense que
que Twitter, en tout cas, enfin moi je suis celle qui est, enfin je suis plus familière avec Twitter et dans la manière d'utiliser, mais j'ai remarqué que il y avait eu très peu de contrôle sur les fake news de la part de Twitter. Je ne sais pas si c'était soit est-ce que c'est volontaire ou est-ce que c'est en tout cas une méconnaissance de la culture politique chilienne, mais je pense que ça c'est une des failles des grandes entreprises comme Twitter ou Facebook, c'est que peut-être ils connaissent mieux leur propre pays mais pas chilien, parce que je sais que moi-même j'ai fait beaucoup d'alertes et dénoncé un certain nombre de fake news et de comptes qui étaient faux auprès de Twitter et et Twitter me disait non, il n'y a pas de fausses informations. Par exemple, le jour même, il y a quelqu'un qui me demande un exemple. Le jour même du vote, on a eu donc les Chiliens de l'étranger pouvaient voter et on a eu les premières images du vote en Australie ou en Nouvelle-Zélande. Voilà. Donc on a vu les premiers Chiliens voter. Et il y a eu une photo du premier Chilien qui a voté pour dans le cadre du référendum, et on le voit sortir du bureau de vote, et il tend un drapeau. Très content, il tend son drapeau. Et donc lui, cette photo-là a été ensuite utilisée, et elle a été utilisée par un député chilien. Et le député chilien a marqué dessus, sur le drapeau chilien, sur la partie blanche, a marqué « rechazo », donc « non ». Voilà. Et donc, il a marqué hashtag rechazo et il dit voilà le premier vote d'un Chilien et il a voté pour le rechazo et il le disait comme si c'était une vérité absolue. Il disait voici le premier Chilien a voté pour le rechazo. Ça a circulé énormément dans la journée. On a été plusieurs milliers à le dénoncer. Ça n'a jamais disparu. Le tweet est resté. Et moi, j'ai moi-même fait l'expérience. J'ai dénoncé à Twitter en disant que ça, c'était une fraude flagrante sur une campagne électorale parce que, voilà, en plus, il s'avérait que ce n'était pas le premier Chilien. En fait, c'était une femme qui avait voté en premier, donc ce n'était pas lui. On avait l'information, on avait une vidéo, et lui a ensuite pris la parole pour dire non, je n'ai pas voté rechazo. Donc, arrêtez de dire que j'ai voté rechazo, ce n'est pas vrai. Et on avait beau alerter, Twitter à chaque fois dit non, nous ne voyons pas une fraude, en tout cas une fake news, dans le cadre d'une d'une campagne électorale. Donc, ça a été très, très fort. Et je pense que ce qu'il faut regarder maintenant, pas seulement les réseaux sociaux, mais c'est aussi le financement, parce qu'il y a eu un très fort décalage sur le financement des campagnes dans la campagne du référendum. C'est de l'ordre, alors j'ai plus les chiffres en tête, mais il me semble que la somme dépensée pour le rechazo est au moins 6 fois supérieure à la somme dépensée pour le oui, dans la campagne du oui. Et la source de ce financement est encore actuellement très questionnée. Et on se demande d'où vient exactement l'argent qui a financé toute cette campagne du non. Donc, voilà. Ensuite, j'avais une question sur… alors, qu'est-ce que cela augure pour la suite sur la question écologique? Peut-être que je reviendrai après sur cette question sur la suite. Je voudrais juste revenir sur les conflits Mapuche qui expliquent le résultat. Oui, question posée par Régis, ça c'est un des éléments que j'ai oublié d'évoquer lors de ma présentation. C'est que le contexte était très tendu. Pourquoi la plurinationalité, pourquoi les droits pour les autochtones est aussi compliqué? C'est parce que, bon, déjà au Chili, il y a la question des droits des peuples autochtones est très, très sensible, parce qu'en réalité, elle est très récente. Ce n'est qu'à la fin du 19e siècle que le Chili a réussi à faire en sorte de contrôler certains peuples autochtones, et en particulier les communautés Mapuche. Donc, c'est assez récent, en fait, dans l'histoire du Chili. Et juste au moment où avaient lieu les derniers mois avant le référendum, il y avait une hausse des violences dans le sud du Chili, où se situent les communautés Mapuche. Et pour l'instant, depuis maintenant, enfin, Sébastien Piñera l'avait inauguré et Gabriel Boric a continué. En fait, Sébastien Piñera, à chaque fois qu'il y avait des mouvements et des violences dans le sud du Chili causées par les populations, par certaines communautés Mapuche, il a pris l'habitude de déclencher l'état d'urgence dans le sud du Chili. Gabriel Boric a fait la même chose.
Il a continué à déclencher l'état d'urgence. Cet élément-là, il faut le prendre en compte parce qu'un des éléments dans la proposition de constitution incluait la suppression de l'état d'urgence. Donc, en fait, dans le texte qu'il fallait voter, il y avait la suppression de l'état d'urgence. Et donc, pour beaucoup aussi, ça a été un argument de crainte de ce texte constitutionnel en disant, mais comment on va faire? Ça fait maintenant 3 ans que l'on traite la question mapuche à travers l'état d'urgence. Et le projet de constitution qui nous est soumis au vote, lui, ne prévoit pas d'état d'urgence. Donc, on n'aura plus cet outil pour cantonner et réprimer les actes commis par certains membres des communautés mapuche. Et ça a été, ça explique en partie les résultats. Oui, pour beaucoup, certains disaient, voilà, il n'y a pas d'état d'urgence, ça ne va pas, le texte n'est pas satisfaisant. Et ça a alimenté, ça un des éléments qui a fait que la question des droits des peuples autochtones est devenue finalement centrale dans la discussion, alors qu'elle n'était que vraiment très, très annexe dans le texte. Enfin, pas annexe dans le texte, j'exagère, mais le texte portait tellement d'autres avancées à côté de celle-ci que c'est quand même dingue que les gens se soient focalisés sur cette question-là, en réalité. Enfin, moi, je trouve ça dingue. Hein. J'arrive toujours pas à comprendre. Hein. Enfin, pour moi, que les gens se soient focalisés là-dessus, c'est encore… Mais voilà, une des parties de l'explication, c'est parce qu'il y avait encore des tensions dans le sud du Chili, etc. Je vois qu'il y a d'autres questions, peut-être, je ne sais pas, parce qu'après, ça m'amènerait, pour répondre à la question de Régis sur la procédure à suivre pour la suite, et puis sur les questions écologiques, j'ai l'impression que ça m'amène sur le que faire maintenant, mais je ne sais pas si… Oui, on va passer la parole, effectivement, je pense. Hein, j'espère que les questions sont pas trop longues et puis que c'est vrai que c'est passionnant, donc on pourrait rester l'après-midi, mais je pense pas que… Voilà. Donc, la première personne, c'est Fred Calfon, et puis ensuite Patrick Petitjean, et puis Pierre Toulouse, et Régis, ça sera après parce qu'il a déjà parlé. Voilà. Merci, Françoise. Bonjour à toutes et tous. Oui, ma question, elle est un peu… elle fait écho un peu à ce qui vient d'être dit et elle touche à la question de la bataille culturelle. Ce que tu sembles avoir dit, Carolina, c'est à l'instant, peut-être montre que est-ce que ce travail au niveau culturel par rapport à l'évolution que finalement proposait la nouvelle constitution, est-ce que ce travail a été envisagé? Est-ce qu'il a été entamé? Est-ce qu'il a été identifié au sens, alors je ne dis pas que les gens se sont trompés, mais on sent poindre quand même une légère naïveté finalement sur la nature profonde d'une société. Et quand je dis ça, je pense, alors bien sûr, à la société chilienne et à la déception de beaucoup par rapport à ça, par rapport aux résultats, mais aussi à nous, qui, dans les propositions que porte l'écologie politique, appelons à des changements qui sont extrêmement radicaux. Et que personnellement, je pense que nous n'avons toujours pas gagné la bataille culturelle et de mon point de vue, on l'a à peine entamée ici en France, ou en Europe, on va dire. Et que le travail, il est beaucoup plus profond parce qu'effectivement, il implique de prendre en compte des intérêts assez divergents et pas forcément tous conscients au sens collectif du terme. Et donc voilà, ma question pour ne pas faire plus long, est-ce que cette question a été envisagée et donc, pour faire un peu le pont avec la suite, est-ce que ça apparaît finalement comme une nécessité avec un petit corollaire? Est-ce que finalement le fait d'engager, alors on peut toujours penser a posteriori les choses, hein, mais le fait d'avoir engagé finalement une révision constitutionnelle très rapidement après l'élection présidentielle, est-ce que finalement il n'aurait pas fallu, ou est-ce qu'on pourrait dire aujourd'hui qu'il aurait pu falloir prendre un petit peu plus de temps pour travailler un certain nombre de sujets, travailler sociologiquement un peu plus profondément la société, pour pouvoir, au moment opportun, permettre un basculement plus partagé. Voilà, merci. Patrick Petitjean. Ah. Voilà, c'est un peu sur le même sujet hein, que les deux précédentes interventions. Même si, pour cette question de
la question de la plurinationalité et de son poids dans le rejet de la Constitution, enfin, du processus de la Constitution. Puisque je me souviens plus si c'est sur Basta ou Mediapart, enfin, il y a eu un article qui contestait justement le fait d'accorder beaucoup de poids à cette question. Alors, en même temps, moi, ça m'a rappelé quand même des situations comme en Argentine, hein, ou même au Brésil, c'est-à-dire la construction, je dirais pas des États modernes, mais enfin, disons, tout un processus de modernisation, en tout cas des États et de contrôle des territoires nationaux, se sont tous produits plus ou moins à la fin du 19e siècle, hein, les années 1880-1900, dans ces différents pays, à une époque où effectivement la question de la colonisation, la formation des empires coloniaux était quelque chose qui se développait aussi au niveau international, hein, aussi en Europe avec les conquêtes, le partage de l'Afrique, un peu ce genre de choses. Et quelque part, ces processus, en tout cas en Argentine, au Chili, je connais moins, mais je connais le Brésil aussi un peu, se sont accompagnés quand même de massacres, d'extermination des peuples autochtones, en bonne partie. Et donc, c'est quelque chose qui, dans l'histoire longue, disons, de la mentalité des différentes sociétés, marque beaucoup. Hein, et en France, je crois que le poids de l'idéologie coloniale qui subsiste dans la société, c'est quelque chose aussi qui tient un peu à cette histoire longue. Et donc, alors, ça rejoint peut-être sur comment on mène la bataille par rapport à ça, et c'est la façon que ça structure quand même des divisions dans la société qui restent extrêmement fortes. Et dans quelle mesure, effectivement, on peut essayer de surmonter ce genre de choses. Parce que vraiment, bon, cette question de même que les sociétés occidentales sont enracinées dans ce processus de la colonisation, du racisme qu'il y a derrière. Et c'est pas ça, moi, j'ai souvent eu des discussions avec des collègues, notamment brésiliens, sur le fait que la colonisation de l'Amazonie, c'est un processus qui ressemble beaucoup au processus de colonisation qu'il y a eu à partir de l'Occident, et que là-dessus, ils ne sont pas, disons, différents d'un certain point de vue que ce qu'on peut être ici. Voilà, c'était plus une remarque qu'une question, mais je crois que c'est quand même une question parce que c'est des questions lourdes dans toutes les sociétés actuellement, quoi. Alors, c'est lié au capitalisme et tout ce qu'on veut. Même chez nous, hein, d'ailleurs, effectivement. Il y avait donc Pierre Toulouse. Merci. Moi, j'ai juste une petite question que j'ai posée par écrit, mais que je repose pour finir sur les Mapuches. Est-ce que on peut imaginer que les exactions qui ont donné lieu à la répression aient été instrumentalisées, qu'elles aient été poussées par la CIA ou d'autres, ou simplement des services chiliens réfractaires, voilà. Est-ce que c'est imaginable ou ça s'est rajouté comme ça? Merci. Il y a pas on n'a pas la parité, mais comme tout à l'heure on avait parité plus, ma foi, tant pis. Donc, Régis. Oui, pardon, merci. Qu'est-ce que je veux dire? Très, très rapidement, en fait, tout à l'heure, Carolina a parlé de plusieurs personnes problématiques et j'ai été étonné qu'elle n'ait pas parlé d'une personne, alors j'ai oublié son nom, hein, parce que je le connais, voilà, qui avait causé un gros scandale parce qu'elle avait simulé le fait qu'elle avait un cancer. Et apparemment, ça avait été un gros scandale qui a énormément apparemment affecté pas mal de personnes parmi les votants. Alors, peut-être que cette personne n'est pas une indépendante, hein, donc c'est peut-être pour ça que Caroline n'en a pas parlé. Et sinon, ma vraie question, c'est alors, j'espère que Caroline n'en a pas parlé parce que je n'ai pas bien entendu au début. Est-ce que par rapport au fait qu'il y avait 388 articles, est-ce qu'en soi, ce n'était pas un problème? Est-ce qu'il n'y a pas une leçon à tirer de ça, le fait qu'on mette une constitution avec presque 400 articles? Voilà. Qu'est-ce que la juriste, la spécialiste de droit constitutionnel en pense? Merci. Je crois qu'on n'a pas d'autres. Voilà. Merci de baisser votre main quand vous avez parlé.
Non, merci pour ces questions. Elles sont toutes extrêmement intéressantes. Même si je dois avouer que pour certaines, je vais moi-même simplement dire à quel point je suis d'accord avec vous et que je me pose les mêmes questions, hein, et que je n'ai malheureusement pas la réponse. Mais je suis entièrement d'accord sur d'abord de parler de bataille culturelle. Mais moi, si je ne l'ai pas évoqué, c'est parce que simplement, en tant que juriste, ça reste une question à laquelle je me sens assez peu armée pour y répondre et pour l'analyser. Mais au fond de moi, je pense que le grand faille de la grande raison de cet échec reste foncièrement voilà, l'échec de la bataille culturelle qui n'a pas même été vraiment menée. Je pense sincèrement, et moi je le voyais sous l'angle en tant que juriste, c'est-à-dire que moi, une des premières choses qui me faisait extrêmement peur quand le processus a été lancé, c'était pas le fait que ça soit lancé aussi vite. Ça, j'avais l'impression que c'était une vraie quelque chose qui apparaissait comme naturel parce que finalement, pour moi, en fait, ce changement de constitution, il aurait dû avoir après la chute de Pinochet et que pour moi, en fait, ce changement de constitution, il arrive beaucoup trop tard. Il n'arrive que voilà, le processus enclenché que seulement à partir de 2019, alors que pour moi, il aurait dû avoir lieu dès 1990, 1989-90. Voilà, c'est à ce moment-là, on aurait dû le changer. Mais donc, je pense pas que c'était une question de à quel moment ou est-ce qu'il arrivait trop tôt. Moi, je pense que en revanche, à partir du moment où on le lançait, il fallait acter qu'il s'agirait d'un processus long. Et moi, ma grande crainte, ce qui me faisait extrêmement peur, c'était lorsqu'on avait fixé un délai de 1 an maximum pour la rédaction de ce texte. Et moi, ça me faisait vraiment des sueurs froides en me disant, mais c'est pas possible en 1 an de rédiger un texte de qualité avec une participation citoyenne, avec des personnes qui ne sont pas forcément armées ou connaisseuses de la manière dont on fait fonctionner comme ça des assemblées de type parlementaire, on va dire. Et surtout, parce qu'on n'aurait pas le temps de faire de la pédagogie. C'est-à-dire qu'on n'aurait pas le temps de mener cette discussion profonde sur l'identification des problèmes, sur les solutions à apporter aux problèmes, et justement pour essayer de démystifier ou en tout cas d'enlever ces peurs, ces fantômes, ces épouvantails que l'on dressait, et en particulier sur la question des peuples originaires. Pour moi, il y a une grande naïveté, et moi, je pense que je suis tombée dans cette naïveté de croire que cette mobilisation de 2019, elle signifiait une avancée majeure dans la bataille culturelle. Pour moi, visiblement, en tout cas, les résultats me laissent entendre et me font comprendre que cette bataille culturelle n'avait à peine été engagée, en fait, elle n'était qu'à ses balbutiements, et qu'il n'y avait pas eu de véritable discussion profonde et d'évolution des mentalités de la majorité du peuple chilien sur les questions qu'il faut régler et sur... ouais, il n'y a pas eu de maturité dans le traitement de ces sujets, je trouve, au Chili, où on est resté sur des débats très superficielle. La Constitution touchait des points clés, essentiels, majeurs, mais une fois que ces questions-là arrivaient sur la place publique, elles étaient complètement déformées, elles étaient complètement appauvries, et pour moi, c'était la preuve que oui, la bataille culturelle a pas été gagnée. Est-ce qu'elle va être envisagée pour la suite? Eh bien, c'est là où j'ai peur, c'est que je ne vois pas encore de progrès ou de prise de conscience de comment mener correctement cette bataille culturelle, comment la faire progresser et comment faire en sorte d'amener les Chiliens à une discussion profonde. Et j'ai l'impression que ce non, comme il est tellement massif, que c'est 62% de non, que ça bloque un peu la discussion et qu'il faudra encore du temps. Donc là, j'avance un peu sur la suite, mais pour moi, j'ai l'impression que finalement, la meilleure porte de sortie serait une nouvelle constitution, mais qui finalement ne toucherait pas autant de sujets que ne voulait le traiter le projet qu'on avait, qui était soumis au vote, qui était beaucoup plus ambitieux. Donc, soit
soit on acte que cette bataille culturelle, on n'arrivera pas à la mener dans un temps court et donc on arrive à un projet vraiment qui permet de rassembler un dénominateur commun, enfin en tout cas une base suffisante, mais soit on veut un texte vraiment ambitieux et là, ça mettra du temps, je pense. Et pour revenir sur la remarque de Patrick, oui, comment surmonter cette question et cette vision encore très colonisatrice, hein, moi, je reste profondément convaincue que les Chiliens sont encore un peuple de colons et réagissent et ont des réflexes de colons. Pour moi, le Chili, il est visiblement pas encore prêt à dépasser. Et peut-être qu'à nouveau, moi, j'en étais consciente, hein, je suis consciente du très grand conservatisme et de l'importance de la mentalité colonisatrice du peuple chilien. Mais il y avait eu un tel progrès en si peu de temps que je pensais qu'on avait engagé un bon chemin. Je sais que j'arrêtais pas de dire à mes amis lorsque l'Assemblée constituante s'est formée et qu'elle a eu la première réunion et qu'on avait vu donc élue comme présidente une femme mapuche, Elisa Loncón, et qui commence son discours dans sa langue maternelle qui est le mapudungun. Les gens en France pouvaient trouver ça beau et trouver ça logique, mais moi j'arrêtais pas de leur dire mais vous vous rendez pas compte à quel point c'est fou ce qui vient de se passer, vous vous rendez pas compte à quel point le Chili, moi il me semblait à 1000 lieues de permettre cela, de permettre qu'une femme mapuche parle en mapudungun d'abord, avant de parler espagnol. Enfin, pour moi, c'était à 1000 lieues de là où était la société chilienne. Et peut-être que finalement, oui, on était encore loin, en fait. C'est que c'est arrivé par je ne sais pas quel art de magie, mais qu'en réalité, c'était pas totalement accepté par la société. Sur l'instrumentalisation des Mapuches, ça c'est une question qui est encore très délicate parce que la plupart des faits ou des violences qui sont commises, elles restent pour la plupart des violences aux biens et il y a aussi des violences aux personnes qui sont commises, mais la plupart sont des violences, des dégradations commises à des biens, donc incendie, casse, des choses comme ça. Et est-ce qu'ils sont alimentés par les services chiliens? Il y a des informations, il y a des éléments qui semblent aller dans ce sens, mais ça reste encore extrêmement compliqué parce que en réalité, c'est lié à la diversité des communautés mapuche. Ça aussi, il faut le garder en tête. Je vous parle tout le temps des Mapuches, alors qu'il y a plein d'autres communautés, des peuples originaires au Chili. Il y en a plus d'une dizaine, mais la focalisation se fait toujours sur les communautés Mapuche parce que ce sont les plus nombreuses et ce sont les plus contestataires. Mais parmi les communautés Mapuche, il faut bien prendre conscience qu'ils sont très différents les uns des autres. Il y a plusieurs communautés Mapuche, ils ne forment pas du tout un corps ou une nation unie. Ils fonctionnent tous de manière très différente. Et de fait, il y avait eu des sondages et même des enquêtes qui avaient été menées, et une grande partie des Mapuche qui avaient été consultés disaient leur refus de voir reconnaître la plurinationalité dans la Constitution. Donc, oui, ça alimente cette idée-là de se dire, oui, certains étaient peut-être manipulés ou utilisés par le Chili, après, je n'irai pas à dire la CIA, mais une partie, pas l'intégralité des communautés mapuche, et ils sont eux-mêmes très divisés. Et donc, ce qui facilite l'entrée et l'utilisation de certains qui sont plutôt conservateur. Enfin, finir sur la question de Régis. Oui, je n'ai pas évoqué le cas de Rodrigo Rojas Vade, qui est ce constituant qui avait menti, s'était fait élire en disant qu'il avait un problème de santé. Alors, il en avait bel et bien, mais c'était pas le bon. Il avait menti sur l'origine de sa maladie. Mais pour moi, en fait, ce cas-là, et lorsqu'on l'utilise comme argument, autant, bizarrement, je peux essayer de rentrer, de comprendre la logique, même si je la rejette, mais essayer de comprendre la logique des critiques du rôle joué par donc Madame Pikachu ou Monsieur Dinosaure Bleu. Mais lorsqu'on utilise et lorsqu'on critique la convention en utilisant l'argument de Rodrigo Rojas Vade, moi, c'est là où je me dis,
c'est douloureux pour moi parce que cette affaire-là, elle arrivait très tôt et il a été très rapidement écarté de la Convention. C'est-à-dire que lui-même, dès que ça a été révélé, donc ça a été révélé, je crois que c'était en septembre 2021, il s'est écarté. La Convention ne l'a plus associé aux travaux. En réalité, Rodrigo Rojas Vade n'a pas écrit une seule ligne du texte constitutionnel. Et donc, quand on utilise cet argument en disant « Regardez, certains ont menti », mais moi, j'ai du mal à le comprendre parce que je me dis « Mais oui, certains ont mal agi, oui, certains ont menti, mais ça n'a pas eu une once d'impact sur le texte final. » Et c'est là où, pour moi, c'est plutôt un exemple pour montrer à quel point, finalement, les défenseurs du non ont réussi à tourner, à focaliser la discussion médiatique autour de ça, alors que pour moi, c'était vraiment un faux problème, ou en tout cas un problème qui pouvait être évacué, un argument qui pouvait être évacué rapidement. Enfin, sur la question de la longueur, c'est compliqué. Moi, j'ai plutôt envie de dire que 388 articles, je sais que ça paraît long, et certains, je sais, même des collègues juristes me disent « mais c'est parce qu'il était trop long, le texte était trop long ». Moi, j'ai deux arguments à opposer. Et je sais que certains Chiliens l'ont dit aussi. C'est pour ça que je pense que c'est une question sur laquelle il faut revenir. Moi, je pense que non, ce n'était pas un problème, la longueur. D'une part parce que il y a des raisons à cette longueur. La raison était essentiellement le fait que jusqu'ici, la constitution chilienne était composée de 129 articles, quelque chose comme ça, entre 120 et 130 articles. Donc, la constitution de Pinochet, elle fait cette taille-là. Mais à côté, la constitution de Pinochet est accompagnée d'une série de lois organiques très nombreuses qui viennent détailler la constitution. Alors, en France aussi, on a des lois organiques, mais la différence est qu'au Chili, les lois organiques, ce ne sont pas simplement des lois qui ont une procédure un peu plus compliquée ou un peu plus contraignante, avec un contrôle plus poussé, mais c'est qu'au Chili, les lois organiques, elles sont votées à une majorité plus élevée, donc avec une majorité qualifiée, assez haute. Et ce qui faisait que ces lois organiques-là, qui viennent compléter la constitution de Pinochet, en fait, elles sont en fait une constitution bis. Elles sont une prolongation de la constitution parce qu'elles sont très difficiles à modifier. Une fois qu'elles ont été adoptées, revenir dessus, c'est très compliqué. Et pourquoi j'explique ça? C'est parce que l'Assemblée constituante a dit ce que l'on va faire, c'est qu'en fait, on va mettre dans la Constitution à la fois ce qui relève de la Constitution et à la fois ce qui relevait des lois organiques. Et dans l'objectif de supprimer ces lois organiques, qu'elles n'existent plus et que ce soit la Constitution qui régule elle-même son processus. Et donc, pour moi, il y avait une espèce de sens à cela, à cette longueur, mais je pense que ça a été mal expliqué et que ça n'a pas du tout été justifié suffisamment. Et parce que voilà, il y a eu des discussions importantes qui n'ont été menées qu'à la toute fin de l'Assemblée. Et ça a été vraiment un préjudice important. Et ce qui fait que voilà, la longueur a pu paraître comme un élément bloquant, alors que pour moi, c'était en fait parfaitement justifié. Merci pour toutes ces précisions. On a un quart d'heure, si tu veux bien essayer de nous dire ce qui est possible maintenant et qu'est-ce que tu penses que le président et ce qu'il peut faire et son gouvernement, qu'est-ce qu'ils peuvent faire à partir de là, après cet échec, malgré tout. Ouais. Alors maintenant, qu'en est-il maintenant? Qu'est-ce qui nous reste comme porte de sortie? Il faut dire que dès le soir des résultats et dès le lendemain, les masques sont un peu tombés parce que si le non l'avait emporté, c'est aussi parce que beaucoup disaient nous votons non, non pas contre l'idée d'un changement de constitution, mais nous votons non contre le texte, mais pas contre l'idée d'un changement de constitution. Puis finalement, les masques sont tombés et beaucoup ont alors commencé à montrer leur refus complet, quelle que soit la procédure à suivre, de tout changement de constitution. Donc, moi, j'étais personnellement très pessimiste au lendemain des résultats du référendum, et surtout que beaucoup s'appuient sur le texte constitutionnel lui-même, sur l'actuelle constitution, parce que l'actuelle constitution
qui avait encadré tout ce processus de changement de constitution, avait un article 142, a toujours un article 142, qui dit que si le référendum échoue, eh bien, on reste avec la constitution actuelle. Donc, c'est le grand argument des opposants de dire respectons l'article 142 de la Constitution, on arrête avec le processus constituant. Malgré tout, certains veulent y croire à la poursuite de ce processus constituant. Gabriel Boric avait tendu la main dès le soir même en annonçant une réunion avec les responsables partis politiques. Certains ont donc certains partis de droite ont refusé d'y assister et d'autres ont dit qu'ils acceptaient, mais à certaines conditions, notamment un changement de gouvernement. D'où le changement de gouvernement très rapidement qui a eu lieu. Au bout de 2 jours, il y a eu un changement de gouvernement. Donc, c'est pour montrer la bonne volonté du président de relancer ce processus. Lors de cette semaine, cette semaine, on a eu un premier accord politique parce qu'en réalité, même si le président peut relancer le processus constituant, il ne peut pas à lui tout seul le faire. Ce n'est pas possible. Il a besoin du Congrès. Donc au Chili, le Congrès est composé de 2 chambres, donc la Chambre des représentants, on va dire la Chambre des députés, et puis le Sénat. Le président n'a pas la majorité dans les 2 chambres, il ne l'a pas du tout au Sénat. Il n'a pas la majorité au Sénat, qui est à droite. Et à la Chambre des députés, sa majorité est très fragile. En fait, elle repose sur une coalition. Et ce qui fait qu'il est obligé d'associer les autres partis politiques à la prise de décision, puisque jusqu'à présent, au Chili, le processus il avait été d'abord encadré par le Congrès. C'est le Congrès, à chaque fois, qui a dessiné les grandes lignes du processus, qui indiquait comment on procéderait. C'est le Congrès, par exemple, qui avait dit on ferait avec une parité des membres. C'est le Congrès qui avait décidé qu'il y aurait des sièges réservés pour les peuples originaires. C'est le Congrès qui avait décidé qu'il y aurait un référendum de fin, etc. Donc, Boric est obligé de passer par là. Et ici, il y a un premier accord donc, politique qui a été obtenu par une partie des partis politiques, pas par tous, dans lequel ils s'accordent pour relancer le processus. Ils proposent de nouveau de procéder à une assemblée constituante élue démocratiquement. Ils proposent que cette assemblée constituante soit paritaire. Ils proposent qu'il y ait aussi un référendum de sortie qui approuverait le texte avec vote obligatoire. En revanche, ce premier accord ne dit rien justement sur la place des indépendants, ils vont faciliter l'élection d'indépendants, et il ne dit rien sur les sièges réservés pour les peuples originaires. Voilà, c'est une question un peu, vous l'avez vu, sensible. Et surtout, moi, c'est là où je trouve ça un peu problématique, c'est que j'aurais aimé qu'il y ait aussi quelques signes sur les éléments, pas forcément que cet accord décrive déjà ce qu'il y aura dans la prochaine constitution, mais qu'il y ait au moins quelques thèmes ou quelques éléments qui seraient garantis d'avancer en tant qu'avancée dans la nouvelle constitution. Et notamment, et pour répondre en fait à la question qui m'avait été posée par Irène au tout début sur la question écologique, qu'est-ce qui augure de tout ça pour la suite? Moi, j'ai l'impression que quand on écoute les échanges sur le texte qui a été rejeté, autant a été rejetée la plurinationalité, a rejeté tout un tas de choses, mais ce qui me semble une sorte d'acquis, ou qui fait assez consensus, même si certains le critiquent, mais ça fait quand même consensus, c'est les questions d'abord de parité. Ça j'ai l'impression que c'est un minimum acquis. Je ne dis pas que ça fait 100% de contents au Chili. Il y en a qui continuent à râler sur les droits des femmes et sur la parité, mais j'ai l'impression que ça va rester, que quelque chose va rester de ça. Et la preuve, je vous dis, voilà, ça semble faire consensus l'idée que la prochaine Assemblée constituante sera aussi paritaire. Et ça m'a confirmé dans ma perception.
Deuxième chose qui me semble va rester, et qui a un minimum de consensus, c'est la décentralisation. C'est l'idée d'un État régional. Alors, pas forcément comme le proposait le texte, mais en tout cas, j'ai l'impression qu'il y a une vraie volonté de changer l'organisation de l'État et de le rendre avec une forte décentralisation. En revanche, sur les questions écologiques, là, j'ai énormément de mal à voir s'il y a un véritable consensus et s'il y a un consensus, où il se situe. Où il se situe, à quel niveau il se situe, parce que si je parle de régionalisation, c'est parce que justement, dans cette régionalisation, était évoquée toute une série de mesures qui permettaient de protéger l'environnement et d'une gestion plus localisée, plus proche des intérêts locaux, des biens communs, de la nature. Et ça, c'était, pour moi, la régionalisation allait de pair avec le souci de l'écologie dans le projet qui a été rejeté. Et je me dis que peut-être à travers la régionalisation, on peut essayer de sauvegarder certains éléments de l'écologie qui étaient dans le texte, peut-être pas d'autres, parce que tout n'était pas lié à l'organisation de l'État. Beaucoup d'autres questions restent en suspens. Mais voilà, moi, en matière d'écologie, j'ai encore du mal à voir où on peut essayer de former un consensus. Mais en revanche, donc là, ce sont les pistes à garder, mais ce qui me rend un peu plus sceptique, c'est que ce processus, même s'il est relancé, il ne sera jamais aussi démocratique et aussi innovant que ce que l'on a connu, parce qu'il est clair que beaucoup essayent de plaider pour peut-être une assemblée constituante, mais avec à côté un comité d'experts. Et on a très peur de cette composition de ce comité d'experts. Qui seront ces experts? Quels seront leurs rôles? Et cette idée, elle semble grandir de plus en plus. Donc, je pense qu'on reviendra sur des formes plus classiques d'écriture d'une constitution. Mais on pourrait avoir encore quelque chose de pire qui serait pas de changement de constitution du tout. Ça reste une possibilité, malheureusement. Comme je vous le dis, certains plaident pour ne pas toucher, enfin ne pas changer de la constitution. Et le scénario le pire pour moi, à mes yeux, ce serait de rester avec la constitution actuelle et simplement de faire quelques retouches ponctuelles pour intégrer 2-3 points et c'est tout. Voilà. Je tousse. Oui, à peu près. Tout. Merci beaucoup de toutes ces précisions et on te pressure beaucoup là. Et alors, je ne sais pas s'il y a des questions là. Moi, j'en avais une, mais je viens de l'oublier, donc c'est pas grave. Ça va vous revenir. Parce que par rapport à… Ah oui, c'est le système électoral. Quand est-ce qu'il y a des élections par ailleurs? Donc voilà. J'ai un souvenir que dans toute l'Amérique latine, le système électoral est quelque chose d'absolument effrayant. Bon, je connais surtout le Guatemala et un peu d'autres, mais avec, si on n'a pas tant de représentants dans des régions, on ne peut pas être un parti, donc il y a des, même pour le Brésil, c'est une folie. Donc, je ne sais pas comment ça se… Je ne me souviens pas. Je crois que le Chili, c'était comme ça, mais je ne sais pas si ça a été changé depuis, justement. Difficulté pour certains partis d'exister parce qu'ils doivent faire des unions. Enfin bon, bref. Donc, cette question-là, est-ce qu'il y a des élections qui sont effectivement, qui sont en vue? Irène, tu avais une autre question ou tu n'as pas baissé la main? Oui, en fait, c'est ma collègue qui a une question, donc je pose la question à sa place. C'était de savoir si les votes blancs avaient été autorisés, parce que l'idée, c'était, ce que disait donc Marie-Claude, c'était que est-ce que des gens auraient pu voter non parce qu'ils se sont sentis obligés de voter, donc ça, quelque part, ça peut entraîner une réaction négative, alors que, en fait, son idée, c'est que s'il y avait eu un vote blanc possible, peut-être il y aurait eu moins de non. Qu'est-ce que vous en pensez? Merci. Alors sur les votes, je vais répondre comme c'est une question plus précise et technique. Alors le vote blanc est possible, mais n'est pas comptabilisé. C'est toujours la même nuance du juriste, c'est-à-dire oui, les gens pouvaient voter blanc.
parce que dans le bulletin, nous, c'est un bulletin qui était déjà écrit, et c'est une ligne, et il fallait mettre une petite barre sur soit on était pour le oui, ou soit une petite barre sur le non. Donc, il suffisait de rien mettre et de mettre le papier, de le replier, de le mettre dans l'urne. Mais comme ce n'est pas comptabilisé, et en réalité, j'ai plus les chiffres en tête, mais j'ai le souvenir d'avoir vu un chiffre, mais ridicule, c'est-à-dire qu'il y avait eu très, 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 très peu de votes blancs. Et ça, je pense aussi, c'est une question que j'espère que les collègues en sciences politiques vont enquêter et faire des recherches là-dessus sur les raisons de ce très faible pourcentage de vote blanc. Pour comprendre justement pourquoi les gens se sont quand même sentis obligés de voter quelque chose. C'est-à-dire qu'ils étaient obligés d'aller voter, mais ils pouvaient très bien voter blanc. Après, ça ne comptait pas, mais pourquoi voter non? Et je pense que ça, pour l'instant, je n'ai pas la réponse, mais je serais très curieuse de lire des recherches de collègues sur ce thème-là. Et en effet, je pense qu'on pourrait apprendre beaucoup de choses dessus. Et après, sur les prochaines élections, non, là, on arrive à une pause des élections parce que donc Boric avait été élu en 2021, décembre 2021, et au Chili, en même temps, je ne l'ai pas mentionné, mais en même temps étaient élus des députés et en même temps étaient élus des sénateurs. Alors que la moitié des sénateurs, donc les prochaines élections, elles vont arriver... pour eux, donc pour les sénateurs, je crois que ça va être en 2024. Et avant les autres prochaines élections qui pourront arriver, ce seront les élections donc pareil en 2024-2025, qui vont arriver des élus régionaux, voilà, les élections régionales qui avaient lieu en même temps que l'élection des constituants. Donc, c'est les seules prochaines échéances électorales au Chili. Je pense que les Chiliens, mais sauf si on lance à nouveau le processus, et on faudra qu'on élise de nouvelles membres à l'Assemblée constituante. Donc là, de nouveau, des personnes iront voter, mais c'est à peu près tout. Et qu'en est-il du Parti écologiste? Pour être tout à fait honnête, ils sont absolument pas audibles. Hein. C'est là en ce moment, les partis audibles, ça reste voilà la droite de Piñera, avec la coalition Chile Vamos, avec dedans Rénovation Nationale, avec dedans l'UDI, qui sont les grands partis de droite. Ensuite, côté gauche, ça reste ce qu'on appelle Frente Amplio, donc c'est une espèce de coalition de plusieurs partis. Et puis avec au sein le Parti socialiste, mais pour l'instant, ils sont pas du tout visibles, alors que, étonnamment, voilà, le sujet de l'écologie était partout dans toute la Constitution. J'ai oublié de remettre mon micro à chaque fois. Merci beaucoup, c'est très, 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 très riche. On va pouvoir effectivement, j'ai pris des notes, donc en plus, si j'arrive à avoir le temps, je ferai une petite note en plus de l'enregistrement. Mais vraiment, bravo pour ces explications, ces analyses, et on a appris beaucoup, beaucoup de choses. Merci beaucoup, Carolina. Non, c'est un plaisir. À bientôt, sûrement. Parce qu'on n'en a pas fini. On n'en a pas fini. Oui, moi, j'y crois, allez. Excellent. Merci beaucoup, merci. Merci, à bientôt. Au revoir. Merci infiniment, c'était super. Merci. Merci, très gentil. Merci beaucoup.